Il est lent, Kevin, aussi. Hein. Ah bon? Ah, ça y est? Ok. Ah, d'accord. C'est pas grave. Moi, je suis adepte des doubles claps, donc on va refaire un clap, Kevin, juste pour toi. Clap. Salut Lucie. Salut Ashley. Merci déjà de nous avoir invités. Bon, moi, c'est un petit peu ce que je fais. Ça va être difficile sur ma chaîne YouTube, mais je vais te laisser toi te présenter un petit peu, nous présenter ton association, la Nuit du Handicap. Et après, on parlera des sujets qui nous intéressent toutes les deux. Ouais, avec plaisir. Merci déjà d'être là, Ashley. Donc nous, on est une association à Saubion. Donc Saubion, c'est un village qui est tout proche de l'océan, tout près d'Ossoga. Et on a une association qui s'appelle Saubion So Cool. En fait, on a la volonté d'organiser des événements autour de sujets, on va dire, de sensibilisation, de dédramatisation, etc., de sujets de diversité, d'inclusion, de différence, etc. Et on a lancé un premier gros événement l'année dernière qui s'appelle la Nuit du Handicap, qui est un événement qui a lieu dans toute la France, au mois de juin, un jour dans toute la France. Il y a une 50aine de villes qui l'organisent, dont Marseille, Paris, Nantes, etc. Et nous, petit village des Landes, on a décidé de lancer cet événement, donc cet premier événement le 12 juin l'année dernière. La Nuit du Handicap, c'est quoi? C'est une fête, donc qui a lieu le soir et la nuit, qui va mettre en avant et en valeur le talent des personnes handicapées. On a souvent l'image de personnes handicapées. Le handicap, en France, on l'associe beaucoup à l'incapacité, à ce qu'on ne peut pas faire, à la faiblesse, à l'incapacité, quoi. Et nous, ce qu'on a voulu montrer, c'est d'abord que 80% des handicaps sont invisibles, contrairement à ce qu'on peut imaginer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui imaginent le handicap fauteuil roulant, canne blanche ou trisomie, alors que ça revêt des situations tellement plus variées et surtout qui nous concernent tous. On peut tous être à un moment dans sa vie en situation de handicap, de manière temporaire ou pas. Et donc voilà, l'idée c'était de mettre en valeur les talents des personnes handicapées en faisant une grande fête, en invitant tout le monde et à se rencontrer et à faire la fête avec des concerts, des animations, des activités proposées par les personnes handicapées qui ont plein de talents et on s'éclate. C'est top. C'est fascinant déjà. Alors moi je suis très fan de cette démarche de démocratiser, on va dire, désacraliser ces choses-là qui ont une mauvaise réputation ou une mauvaise image dans l'inconscient collectif. J'aimerais juste revenir alors rapidement, justement parce que j'ai trouvé ça vachement intéressant sur ce que tu as dit. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on considère comme le terme handicap? Du coup, au-delà de ce qu'on imagine dans l'inconscient collectif, ça englobe quoi? Est-ce que tu peux me donner des exemples? Bien sûr. Le handicap aujourd'hui, ça concerne 12 millions de Français. 12 millions de Français, c'est beaucoup. C'est une personne sur 5 qui est concernée par le handicap. Le handicap, la définition du handicap, c'est d'être altéré un moment de sa vie, une partie de sa vie ou toute sa vie, par une pathologie, une maladie, un handicap sensoriel, la vue, l'ouïe, l'audition. Beaucoup sont, donc 80% sont des handicaps invisibles. En fait, tout ce qui va générer des situations de handicap, c'est-à-dire que ton environnement n'est pas adapté à tes besoins spécifiques. Et donc le handicap, ça peut être la dépression, ça peut être une sclérose en plaques, ça peut être le diabète, ça peut être l'endométriose, ça peut être toutes ces situations qui peuvent t'empêcher d'avoir une vie comme tout le monde, notamment dans le travail. Donc c'est très vaste en fait. Le problème du mot handicap, c'est que c'est un mot qui est très connoté dans notre pays d'abord du handicap visible, qui se voit, et qui en général, on est plutôt dans l'angle un peu médical, alors que c'est un vrai enjeu de société. Et physique aussi même, j'ai l'impression que, en tout cas même à titre personnel, et je vois l'ampleur de mon ignorance, c'est vrai que pour moi le handicap, ça reste un handicap plutôt physique, d'ordre physique, alors qu'on sait que les maladies mentales et toutes les pathologies de comportement aussi, comme tu dis, en fait, peuvent avoir un impact sur dans le fait que c'est difficile de s'insérer dans la société. Alors si en plus on réfléchit pas de la même manière ou qu'on vit des choses que la plupart des gens ne vivent pas, ça rend le concept très compliqué. Et donc il y a cette nuit-là du handicap qui doit être un très très beau moment. C'est un très très beau moment. Et surtout, on a fait une première édition qui était compliquée parce que d'abord, c'est la première. Deuxièmement, on avait des restrictions sanitaires vraiment, vraiment chiantes. Et ensuite, c'était le début du déconfinement en fait. Donc c'était un des premiers événements. Alors avec jauge, avec masque, avec tout des trucs assis, etc. Bon bref, c'était l'enfer. Mais on a réussi à faire un truc. Ce qu'on voulait surtout, c'était poser le décor et dire, nous on fera pas un truc misérabiliste, pathos, dans le caritatif. C'est pas du tout l'esprit. L'esprit, c'est vraiment de faire la fête et que tout le monde passe un super bon moment de bonheur, de rencontre, de richesse, de joie, voilà. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc on a eu 1200 visiteurs quand même, première édition.
Là, on prépare la 2e édition, je pense qu'on va tout déchirer. Je pense aussi. Mais grave. Tu pourrais venir? Ah, mais avec grand plaisir. Cool. Moi et mes handicaps. Ok. Eh ben, écoute, vous êtes les bienvenus. Franchement, vraiment, au contraire. Il y a une. Alors déjà, je suis complètement fan de la démarche de ramener, d'enlever le pathos, d'enlever la dramaturgie. De toute manière, ça sert à rien. Exactement. Si on y pense et qu'on va passer du temps à réfléchir au sujet, à mon avis, on a le choix. On peut y réfléchir de manière triste, de manière un peu défaitiste, finalement, ou on peut essayer de le voir quand même. Qu'est-ce qu'il y a de bon en fait dans cette situation qu'on n'a pas vu avant. Et d'ailleurs, tu dis un truc hyper intéressant, c'est qu'en fait, souvent, on voit le handicap sous l'angle de l'impossible, de l'incapacité. Et nous, notre démarche, nos valeurs, c'est de dire, mais pourquoi on ne verrait pas plutôt ce qui est possible? Mais c'est ça. Et donc, tu retournes le prisme, en fait. Tu vois, et c'est comme ça que tu avances, c'est comme ça que tu es dans l'avant. Alors, parce que il ne faut pas non plus nier la réalité, c'est-à-dire les difficultés, etc., évidemment. Mais l'idée, c'est de changer de prise de regard sur le sujet. Alors, je ne vais pas spoiler, mais c'est quand même vraiment marrant parce que c'est littéralement un des sens que je prends dans mon TED. C'est une de mes punchlines. C'est comme quoi on est vraiment alignés. C'est cool. Je suis complètement d'accord. Il faut, surtout quand on voit que c'est des choses qui ne mènent nulle part. Je pense qu'on a assez d'antécédents pour pouvoir voir que les démarches prohibitives ou qui cloisonnent, on va dire, dans quelque chose de négatif, de toute manière, c'est normal qu'il n'y aura pas de fin. Je vais rebondir sur une autre chose que j'ai trouvé super intéressante. Il y a Gabor Maté, qui est quelqu'un qui a aussi fait un TED qui se penche beaucoup sur l'addiction, a dit que l'inverse de l'addiction, c'est pas la sobriété, c'est le lien social. Et c'est un peu ce que je ressens dans cet événement de la Nuit du handicap, c'est-à-dire au lieu de cloisonner les personnes parce qu'elles sont handicapées ou parce qu'elles sont différentes, en fait on va toutes les mettre ensemble. Exactement. Et on va montrer qu'en fait le lien social, en tant qu'humain, ça marche toujours et que ça crée toujours des nouvelles dynamiques. Exactement. Et d'ailleurs, moi ce que je vois depuis 10 ans que je travaille dans le monde du handicap, dans l'emploi des travailleurs handicapés, ce que je vois, qu'est-ce qui fonctionne le plus pour changer les mentalités, c'est la rencontre. Ouais. Et notamment, justement, par rapport à tout ce qui est troubles psychiques, moi je travaille beaucoup sur ces questions-là, parce que je suis concernée personnellement. Et dans les troubles psy, ce qui change le regard, c'est de rencontrer des gens qui ont des troubles psy, des maladies psychiatriques. On a des tabous et des peurs autour de ça, parce que ça nous renvoie à nos propres... Il y a un effet miroir, en fait. Ouais. Et le fait de les rencontrer et de passer du temps avec eux, tu sors de là, tu es complètement transformé. Et donc la rencontre, forcément la rencontre, c'est du brassage, ça permet d'avancer, quoi. Ouais, complètement. Puis ça a une petite valeur cathartique aussi. Tu te rends compte que finalement c'est pas si terrible et ça ancre la chose dans la réalité et ça te propose un point de vue que tu n'avais peut-être pas forcément considéré. Ouais. Et tu sais, il y a aussi un sujet, moi que je travaille beaucoup sur le sujet du handicap, c'est la problématique de l'acceptation. C'est le déni et l'acceptation. C'est des sujets qui sont pour moi des dénominateurs communs de beaucoup d'autres sujets, notamment dans le handicap, parce que tout découle de ça. C'est-à-dire que quand la société sort du déni, en général, ça veut dire que parler de la santé mentale aux enfants dès l'école, on leur parle de se brosser les dents, de manger des fruits, des légumes, on leur dit jamais comment on prend soin de sa santé mentale en fait, tu vois. Et du coup, le sortir du déni et être dans l'acceptation, c'est ça qui permet vraiment de changer et tu vois ce que je veux dire? Évidemment, alors à titre personnel, c'est exactement la même démarche que j'entreprends avec la pulsion addictive, avec l'addiction. Et en fait, on nous élève quand même dans une espèce de bulle avec cette idée que ça n'arrive qu'aux autres. Ouais. Sauf que ça n'arrive pas qu'aux autres. Moi, j'ai ma petite cousine qui était une enfant tout à fait normale et qui a eu un accident et qui du coup est handicapée physique et mentale. Ça n'arrive pas qu'aux autres. En fait, elle avait 14 ans, elle était normale et d'un coup, paf, ta vie bascule et il y a tout ton entourage aussi. Ça, c'est un prisme, je pense qu'on a en commun, cette espèce de double axe entre la personne qui est au centre de l'addiction ou du handicap et l'entourage, les personnes qui sont autour d'elle. Et je pense que cette histoire de déni et d'acceptation doit se faire pour les deux parties. Complètement. C'est exactement ça. Mais pour ça, il faut créer de la rencontre. Il faut libérer la parole. Voilà. Donc c'est évident. Moi, tu vois, perso, j'ai 46 ans. Je suis suivie par un psychiatre depuis l'âge de 20 ans. Et j'ai eu un premier diagnostic il y a 6 mois. Oui. Donc j'ai eu un diagnostic d'une forme de trouble bipolaire qui s'appelle l'hyperthymie. Okay. Donc l'hyperthymie, c'est que tu es un peu au-dessus de la moyenne en termes d'humeur. C'est-à-dire qu'en fait, l'humeur des gens, elle est comme ça. Moi, je suis un peu au-dessus de l'humeur, donc je suis plutôt hyper péchue, hyper entraînante, dynamique, je peux déplacer des montagnes. Et puis avec des phases de... T'as ton revers de médaille qui est à la hauteur de l'autre. Et du coup, avec des addictions qui sont associées à tout ça. Donc, le fait qu'on ait posé un mot sur ce
trouble qui faisait partie de moi. C'est un tempérament aussi. Ça m'a permis aussi maintenant d'avoir des stratégies aussi par rapport à ça. C'est ça. En fait, à partir du moment où on verbalise, où on pose la chose dans la réalité, il y a que on peut du coup adapter notre mode de vie en conscience. En fait, c'est le savoir. On dit en anglais knowledge is power. Le de savoir, c'est pouvoir. Ouais. Et en fait, on peut pas savoir, on peut pas se renseigner. Et tant qu'on n'ose pas en parler sans culpabilité et sans toutes ces choses-là, sinon c'est plutôt un dogme qu'une connaissance. Et c'est quelque chose. J'ai eu un petit peu le même parcours avec un TDAH, du coup, d'hyperactivité. Donc bon, l'hyperactivité, je précise, c'est pas juste de courir partout, c'est une vraie différence neurologique. Mais en fait, à partir du moment où le diagnostic a été posé, pareil à l'âge adulte, même s'il a été soupçonné dans l'enfance, j'ai pu comprendre ma manière de fonctionner en fait. Et au lieu d'essayer d'aller à l'encontre de ce mode de fonctionnement, je me suis dit, ok, bon bah, c'est comme ça, t'as pas le choix. Donc, observe en fait, observe tes montées, observe tes descentes, essaye de comprendre pourquoi et du coup, essaye de faire en sorte que ton environnement s'adapte à ça. Et aujourd'hui, on nous encourage. Malheureusement, je trouve pas forcément à faire les choses de l'intérieur vers l'extérieur. On nous pousse plutôt à faire les choses de l'extérieur vers l'intérieur et ça prend beaucoup moins bien. Ça, et puis du coup, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, il n'y a pas de handicap. Il n'y a que des environnements pas adaptés. Tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est vraiment un problème qu'on appelle l'accessibilité universelle. C'est-à-dire que c'est à l'environnement de s'adapter à la personne et pas le contraire, en fait. Ouais. Je suis complètement d'accord. Trop bien. L'addiction, c'est quoi pour toi ? Qu'est-ce que ça t'évoque ? Qu'est-ce que ça représente ? C'est un sujet hyper complexe pour moi parce que l'addiction, ça veut dire beaucoup de choses. C'est quoi l'addiction en fait ? À partir de quel moment on parle d'addiction ? C'est ça, c'est très complexe comme sujet. Moi, je suis concernée directement parce que j'ai perdu mon frère, mon petit frère adoré, qui est décédé d'une overdose il y a 1 an et demi, que j'ai vu partir dégringoler et chuter avec une impuissance et je me suis battue mais comme une lionne. Tous mes amis me disaient arrête, tu vas y laisser ta peau. Et puis en fait, ça n'a pas marché. C'est-à-dire que même quand tu te bagarres, donc il y a un moment, moi l'addiction pour moi c'est, il y a 2 formes d'addiction. On est tous quelque part un peu addicts, on est des êtres humains, on a des fragilités, des forces. Forcément on a des interactions avec ce qui nous entoure, selon les tempéraments, selon la génétique aussi, il y a une partie génétique dans l'addiction. On a plus ou moins des comportements qui vont être complexes vis-à-vis de ça. Moi je suis une addict, je fume depuis l'âge de 15 ans, j'aime bien le soir mes 2-3 verres de vin rouge, c'est le vin rouge, je ne sais pas pourquoi, mais ça fait partie de mon équilibre, alors, celui que je pense être aujourd'hui. J'aimerais bien m'en détacher parce que au niveau santé c'est pas terrible, mais il y a ces addictions qui finalement sont, on va dire, sont maîtrisées, et il y a l'addiction qui fait que la personne disparaît en fait, qu'il y a quelque chose, tu vois, mon frère il est parti donc physiquement il y a 1 an et demi, mais je l'avais déjà perdu finalement, virtuellement, depuis une dizaine d'années. Et il y a eu plusieurs deuils en fait dans ma vie avec lui. Et c'est ça qui est très compliqué. Je t'avoue que c'est un sujet sur lequel j'ai pas encore assez de recul, parce qu'il y a encore beaucoup de douleurs. Il y a encore beaucoup de douleurs, beaucoup de tristesse, de colère, de tout ce que tu veux. Donc c'est pas un sujet sur lequel j'arrive à m'exprimer de manière très, comment on va dire, comme toi, tu sais aujourd'hui en parler tellement. T'as un chemin par rapport à ça qui est hyper construit, que tu as vécu dans tes tripes et qui en même temps où tu as pris du recul, de la distance, de l'acceptation. Et voilà, j'avoue que c'est aussi pour ça que tu m'as vachement plu. C'est toute ton approche et ta manière d'être par rapport à ce sujet-là. C'est la première fois que je vois ça en fait. Merci. Non, c'est vrai. En général, quand on parle de ces sujets-là, on est dans le pathos, on est dans. Ouais, mais paradoxalement, et c'est là que ça fait vraiment écho à ma faiblesse aussi. Ce que tu dis, c'est que autant sur mon propre parcours, voilà, j'ai vraiment pris le truc dans tous les sens et j'arrive effectivement maintenant à en parler avec pas mal de recul. Autant pour alors moi j'ai eu un peu la double casquette pour les proches que j'ai pu suivre de très près dans l'addiction, alors qu'ils sont pas. Voilà, j'aime beaucoup la distinction que tu fais entre partir physiquement et plus être là. Je pense qu'elle est vraiment juste. Elle est dure à placer, mais elle est réelle. Moi, je sais que je l'ai vue. On en a parlé tout à l'heure à huis clos. Il y a vraiment un moment où tu vois que la personne n'est plus là. Et pour avoir eu cette espèce de double casquette, même cette triple casquette, d'être moi-même addict et de voir les autres, les choses dont j'ai le plus de mal à parler en ordre d'importance, ça va être alors mon addiction à moi, ça va, mon processus vis-à-vis de l'addiction. Ensuite, il va y avoir ce que j'ai vécu en étant l'accompagnatrice proche de quelqu'un qui est complètement dedans. Et en dernier point, le plus difficile pour moi, c'est de parler
de ce que j'ai pu voir chez les proches, donc la famille, notamment ma petite sœur, qui elle m'a côtoyée quand j'étais dans cette grosse, quand j'étais vraiment à l'intérieur de la phase. Et comme quoi, enfin, je comprends vraiment ce que tu dis, parce que moi, je peux avoir cette lucidité sur moi-même parce que ça n'engage que moi, mais dès qu'il y a la douleur qu'on fait à ses proches et cette espèce de vraiment dimension émotionnelle non, mais c'est compliqué. C'est très difficile. Et là où c'est compliqué, c'est qu'en fait tout ça c'est une espèce de millefeuille en fait. Voilà. Où tout s'ajoute et c'est très compliqué d'enlever les feuilles, d'enlever la crème, de tout mettre bien à plat pour bien savoir en fait où est la place de qui. Ouais. Et c'est ça. Moi, le plus compliqué pour moi, ça a été, et c'est toujours, hein, de trouver ma place en fait là-dedans. J'étais plus une sœur en fait. J'étais une sœur, mais j'étais une psy, j'étais une mère, j'étais une ennemie. Tu vois, c'est hyper compliqué de trouver ça. Et puis sa c'est place. changeant. Il n'y a pas de logique. On est quand même dans un domaine où voilà tout ce qu'on peut penser en termes de logique, de dynamique d'amour, c'est-à-dire que je l'aime donc je vais faire ça. Ouais. Là finalement en fait ça marche plus ou ça se retourne contre nous, mais on veut pas pour autant arrêter d'aider et c'est une vraie souffrance. Moi j'ai reçu après le passage de l'émission, franchement et honnêtement, au moins autant de messages de personnes qui sont addictes que de personnes de leur entourage qui m'ont contacté en me disant voilà je ne sais pas quoi faire, je ne comprends pas ce que je vois, je ne comprends pas les comportements, je me sens impuissante mais en même temps je serais prête à donner ma vie pour que ça aille mieux. Qu'est-ce que je peux faire et je pense que encore une fois c'est une réponse en tout cas que moi je pense être juste et qui est peut-être pas forcément la plus simple. Encore une fois on touche sur un truc qui est pas forcément verbalisable aujourd'hui sans prendre un peu de pathos, c'est un positionnement précis, mais c'est de se dire qu'en fait la seule chose qu'on peut faire en tant que proche d'un addict c'est se renforcer nous et travailler sur notre gestion de nos émotions. Exactement. Et en fait être là évidemment mais comprendre en fait que l'addict a son processus à faire. Exactement. Malheureusement des fois il n'y arrive pas et c'est ça l'horreur de toute la chose, voilà. Mais en fait on se perd. Moi j'y ai passé des années et j'ai reçu du coup pas mal de témoignages qui vont dans ce sens là, c'est qu'en fait au final on se perd nous et ça sert à rien. Ouais, c'est clair. Et le film le film documentaire Tout pour être heureux, c'est des témoignages donc de frères et sœurs de personnes addictes, certains décédés, d'autres pas. Et on retrouve tout ce que tu dis. Moi, je l'ai vu tout à l'heure, le film. C'était la première fois que je le voyais. C'est juste incroyable. Et puis, c'est là où tu vois, en fait, une des choses qu'ils disent tous, enfin, ce que dit Jérôme aussi dans le film, c'est que ce qu'il faut accepter, en fait, c'est le destin des autres, quoi. C'est que tu peux pas influencer quelqu'un, tu peux pas contrôler quelqu'un, tu peux l'aimer, ça c'est voilà, mais tu ne peux pas décider pour lui. Moi, mon frère, il y a un moment donné où le seul truc qu'on aurait pu faire, c'était l'enfermer dans une pièce, l'attacher à un radiateur, mais c'est quoi ça? Non, c'est pas possible. Tu peux pas faire ça. Et puis même, alors encore une fois, moi j'ai la richesse d'avoir ce double prisme où moi je sais que par exemple j'ai mes grands-parents de qui je suis très très proche, qui savaient pas parce que j'ai voulu les protéger, je leur ai rien dit, etc. Mais en fait, comment dire, à partir du moment où ils ont voulu me tendre la main, où ils ont voulu m'aider, en réalité, en tant qu'addict, c'était presque encore plus dur parce que tu as cette espèce de... Ça touche en fait directement à tes tripes. C'est-à-dire que quand tu as un professionnel de santé, quand tu as un ami, quand tu as quelqu'un extérieur, mais dès que tu touches à tes parents ou ton frère, c'est un lien qui touche à l'enfance, qui touche à ce que tu as de plus profond en toi. Exactement. Donc quand tu es dans ces dynamiques d'addiction où tu es plein de honte, de contradiction, de désir et tu sais que tu fais du mal, mais en même temps tu peux pas t'en empêcher et qu'en plus c'est lié à l'amour profond et inconditionnel que tu as pour un membre de ta famille, c'est presque contre-productif en fait, parce que du coup tu vas encore plus culpabiliser de ne pas avoir réussi à ne pas leur faire de la peine, donc tu vas encore plus te réfugier dans ton addiction et ça fait une sorte de cercle non vertueux. C'est ça. Et voilà, mais c'est des choses effectivement, si on n'explique pas, si on ne décortique pas le millefeuille, qui peut comprendre tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce millefeuille. Donc c'est exactement ça. Je trouve cette démarche extraordinaire. Alors j'ai vraiment hâte de voir le film. On va le voir dans pas très très longtemps. Je vais aussi ensuite rencontrer le producteur avec qui j'ai eu l'occasion de discuter, qui est une personne vraiment fascinante. Donc est-ce que tu peux là donc ça c'est ta première vue. Je suis très curieuse. Donc tu l'as visionné avec une classe de 4e. Donc alors déjà encore une fois 4 classes de 4e. Ils étaient 4. Ouais, 4 classes. On a pas dit ça tout à l'heure. Ils étaient 120, ils étaient. Non. Les enfants de 4e, 120, ça fait beaucoup. Et alors rien que ça, encore une fois, je mets un point dessus parce que je trouve ça vraiment génial de faire visionner un film qui est quand même assez dense, assez profond, à cet âge-là, parce que finalement aujourd'hui, alors moi j'ai un enfant, je me pose forcément la question, je vois la société dans laquelle on évolue avec cette espèce d'apanage, alors pour le coup sur l'addiction là plutôt, mais
voilà, d'addiction classique et comportementale, que ce soit les écrans, que ce soit... Tu ne peux pas regarder une série aujourd'hui sans voir la moitié des personnages en train de se droguer, en train de faire ceci. Et je me dis, mais où est-ce que va la prochaine génération et comment on peut se positionner, nous, pour ne pas leur faire pire parce qu'on leur interdit, mais tout en étant honnête. Et je trouve ça vraiment génial que vous ayez organisé un visionnage. Quelle a été leur réaction Je pense qu'il y a eu, alors c'est 4e, c'est 13-14 ans. Ouais. Il y en avait certains qui étaient concernés par... il y en a plusieurs qui ont parlé de leur père, alcoolique, etc., violent, etc. C'était quand même assez touchant, qui se mettaient à pleurer et tout, ça fait bizarre. Il y avait aussi des gens qui posaient des questions sur qui exprimaient leur propre relation avec leurs frères et sœurs et puis après il y a tous les gamins, tu sais, qui sont un peu gênés, qui savent pas trop comment. Et ça montre, à mon sens, typiquement moi je travaille beaucoup dans l'addiction sur pas la libération parce qu'on n'a pas forcément besoin de s'en libérer, mais les carcans éducationnels et les espèces, tout ce qu'on a dans l'inconscient collectif. Et je pense qu'on peut voir assez facilement, de par la réaction qu'ils vont avoir à ce type de film-là, donc de quel environnement ils viennent et comment on les a amenés à penser à des sujets comme ça, à l'addiction. Je trouve ça fascinant. Mais tu vois, alors il y a un gamin dans la salle, c'était drôle, ça nous a perturbés. Donc il prend le micro et il dit moi ce que je ressens quand je vois ce film, ça me dégoûte. Donc ok, donc tout le monde sait, t'as la moitié qui rigole. Et je lui ai demandé, je lui ai dit ok, ça te dégoûte, soit, mais c'est quoi exactement, c'est sur quoi que tu ressens du dégoût, c'est quelle émotion en fait te procure ce dégoût, parce que le dégoût c'est déjà une émotion, et il me dit mais moi je comprends assez pas. Forte quand même, je trouve. Bah ouais. Et il me répond, il avait du mal à trouver sa réponse et tout, puis à un moment il dit mais je comprends pas qu'on puisse mourir de ça. En fait, ce qu'il voulait dire, c'est de leur faute. S'ils sont morts, c'est de leur faute. Ils me dégoûtent en fait. Tu vois, c'est fou. Et dans le film, on aborde vachement en fait le truc de dire est-ce que c'est une maladie, est-ce que c'est subi ou choisi, tu vois, l'addiction. Et en fait, on se rend compte bien évidemment que c'est subi, que c'est une maladie, que c'est des gens qui... Il y a forcément un moment de bascule qui est évident. Moi, ce sur quoi j'essaye justement de décortiquer des millefeuilles, c'est pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'on passe du choisi au subi. Et est-ce qu'on peut... de par mon parcours, c'est vrai que moi, qui vais être mon associé, j'ai parlé d'une partie de mon parcours qui m'a motivée en fait à créer cette méthode. Mais cette méthode-là, pour moi, elle est vraiment visée aux personnes pour leur éviter de passer du choisi au subi. Malheureusement, on sait, du coup, toi et moi, je peux me permettre la profondeur que c'est quand on est au fond du subi, avec toutes les méthodes du monde, comme tu l'as dit. Là, c'est plus question d'accepter le destin de chacun. Moi, à ma petite échelle, qui je suis moi pour sortir les gens de leur destin, tu vois. Mais par contre, j'espère vraiment, et pour m'être vraiment penchée sur le sujet, en travaillant maintenant avec une équipe de thérapeutes pour construire ça, qu'on va pouvoir s'implanter de par cette libération de la parole, justement dans toute cette partie-là qui sont encore dans le choisi et qui se disent, comme le handicap physique ou mental, que finalement ça n'arrive qu'aux autres, et que si on se penche un peu sur le sujet et qu'on peut libérer la parole, peut-être les gens pourront se pencher sur cette pulsion addictive au moment où c'est encore dans le choisi. C'est excellent. Surtout quand il y a t'en as parlé tout à l'heure, quand il y a quand même des prédispositions génétiques et aussi des prédispositions à l'enfance. On a regardé pas mal de TED Talk, toi et moi. T'en as fait un, je vous invite d'ailleurs à aller le regarder. Il y en a un, alors je ne me rappelle plus du nom de la nana qui le fait, où elle explique en fait qu'ils ont fait une tonne d'études et qui montrent que à partir du moment où tu as un trauma de telle ou telle envergure dans l'enfance, tu as tant de pourcentage en plus de chances d'être addict. Ce qui m'amène à la question, est-ce qu'on ne normaliserait pas la prévention accrue, on va dire, un vrai travail sur soi pour se prévenir de tomber dans nos pulsions addictives? Exactement. Quand il y a un trauma dans l'enfance. Exactement. C'est là où je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, il faut absolument, et je rêve de ça, que l'éducation nationale intègre dans les programmes, dès la primaire, même dès la maternelle, une pédagogie qui apprend aux êtres humains à prendre soin de sa santé mentale et donc à aborder toutes ces questions-là finalement. Et dans les maladies psychiatriques, on va dire une grande majorité de maladies psychiatriques se déclenchent entre l'âge de 15 et 25 ans. Donc je crois que c'est 90% des maladies, donc dépression, bipolarité, schizophrénie, TOC, etc., addiction, se déclenchent entre l'âge de 15 et 25 ans. Donc c'est-à-dire que tout ce qu'il y a à faire avant, c'est hyper important pour gagner du temps. C'est les bases, c'est la fondation. Et moi, ma fille qui a 7 ans et demi, Rose, quand j'ai perdu mon frère, elle m'a vue, en fait, elle était là quand j'ai appris la nouvelle.
Bon, ça a été une déflagration, je me suis écroulée par terre, j'ai hurlé, enfin voilà, et elle était là. Et j'ai dû lui expliquer après de quoi était mort son oncle, de quoi était mort mon petit frère et pourquoi j'étais aussi malheureuse. Et j'ai donc trouvé les mots pour expliquer qu'il était mort d'une maladie, qu'il était addict et que c'était une maladie et qu'il était mort de ça. Donc déjà rien que là, de savoir expliquer sans dire, j'aurais pu décider de rien lui dire ou de lui mentir ou de lui dire, voilà. Mais non, c'est une réalité en voilà, fait, c'est pas une fatalité, pas tout le mais temps. Mais il faut l'aborder. Bien sûr, de toute façon c'est quelque chose d'assez binaire quoi. On a un cerveau qui est aussi brillant, qui est complètement... Bon, apparemment on parle trop, c'est toujours le même problème. Quand on parle de choses intéressantes, moi je m'emballe. Non, on va conclure, j'ai le pressentiment qu'on pourrait discuter. Un peu, quand même. Ouais, peut-être. On pourrait discuter de ça pendant vraiment des heures. Merci pour ta franchise, pour à toi, ton analyse que je trouve tellement rafraîchissante et sur le handicap et sur les addictions. Enfin, vraiment pour moi c'est trop beau de rencontrer quelqu'un comme ça. Bravo à toi, je suis admirative aussi. Et, en tout cas, tu peux compter sur notre soutien pour la suite, ta méthode, etc. On sera là pour te soutenir. Top. Abonnez-vous. Non, je rigole, je fais la youtubeuse, mais apparemment il faut le faire, parce que c'est super important. En fait, si vous vous abonnez, c'est pas juste pour que moi j'ai des abonnés à titre personnel, c'est pour soutenir ce dont on parle là, en fait, cette espèce de grand mouvement de libération de la parole pour les générations futures, etc. Donc, même si vous n'êtes pas addict, ou si vous n'avez pas perdu quelqu'un d'addict, ou blablabla, franchement, abonnez-vous, parce que c'est soutenir une cause qui est vachement plus grande. Ciao.